Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans la version 4.0 de Blender. Il s'agit du Light Linking. C'est une fonctionnalité qui est attendue depuis pas mal de temps, qui est présente sur la plupart des moteurs de rendu et qui est utilisée régulièrement en production quand on va faire des scènes un petit peu complexes et avoir la main de manière précise avec l'interaction entre les éléments et les éclairages. Le Light Linking, pour résumer très rapidement, c'est quoi? Ça va vous permettre d'indiquer à Blender par light comment vont interagir les objets, à savoir quel objet va être inclus dans l'éclairage, quel objet va être exclu dans l'éclairage, ainsi que dans les ombres. Alors, dans l'interface de Blender, ils appellent ça le shadow linking, c'est plutôt du blocking. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, parce que ça va nous permettre de mettre un éclairage derrière un mur et de lui dire tu passes à travers le mur sans projeter d'ombre, mais en éclairant les objets. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est plein de fonctionnalités qui n'étaient pas présentes avant, on est obligé de dupliquer différents layers avec les objets, les éclairages et tout, c'était vraiment galère. Là, c'est ultra simple, il vous suffit de sélectionner une light, donc là j'ai déjà fait tous les presets, et dans le light linking, vous pouvez activer ou désactiver des éléments. Là par exemple, je peux dire que mon éclairage rouge de la droite est uniquement présente sur ma tête de singe, ou sur mon cube, ou sur les deux, ou sur tous les éléments. Vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet d'obtenir des éclairages très rapides, comme vous le souhaitez, de ne pas se prendre la tête sur la position des lights et d'avoir quelque chose de beaucoup plus custom. Donc on va voir tout ça ensemble en repartant de zéro. On va essayer de reconstituer très rapidement la scène que vous aviez sous les yeux. Donc je vais supprimer tous les éléments. Je vais faire un plane comme ceci. Je vais faire une petite extrusion en mode édition de l'edge qui est sur le bord. Voilà, comme ça. Là, on a une sorte de cyclo qui va venir couper la lumière un petit peu comme on fait en photographie. Je vais l'agrandir un tout petit peu en largeur. Je vais faire CTRL-A Scale. Et je vais pas faire, je serais tenté de passer à mon édition, de faire un petit bevel comme ça. Mais pour que ce soit procédural et non destructif, je vais rajouter un modifier. Dans le Generate, je vais mettre un bevel. Et là, vous voyez, il me crée un bevel dynamique que je vais pouvoir ajuster comme je le souhaite. Donc, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Un clic droit à Shade Auto Smooth. Et normalement, on est bon. Donc maintenant, je vais faire exactement comme dans ma scène de démonstration. Je vais rajouter deux éléments. D'abord, un cube que je vais mettre sur le sol, comme ceci. Bon, je vais agrandir un petit peu sa taille. Allez, je le mets sur le sol. Tac, et je fais une petite rotation. Je vais le positionner par exemple juste là. Et à droite, je vais mettre une tête de singe. Alors là, c'est vraiment pour l'exemple. Vous faites ce que vous voulez. C'est pour vous expliquer au maximum comment fonctionnent les blockings de light, comment fonctionnent les positions de celle-ci, comment interagir un petit peu avec les objets, en quoi ça peut vous être utile quand vous allez faire des créations. Voilà, je fais un petit subdiv. Et là, normalement, on est parti. Je vais pouvoir vous montrer comment cela se représente dans Blender. Donc c'est assez intuitif. Vous allez voir que c'est pas très difficile à comprendre. Je vais passer en mode rendu sur Cycles. Je vais passer en GPU pour que ce soit un petit peu plus rapide. Et là, si je vais en mode rendu, voilà ce qu'on a. On a un truc bon, qui n'est pas forcément satisfaisant. C'est tout à fait normal. C'est parce que pour le moment, je n'ai aucune light. Il y a un petit éclairage ambiant de base qu'on peut désactiver. Si je vais ici dans le World, on a une couleur grise assez sombre avec une force ici. Ça me permet de rajouter un éclairage ambiant. Donc moi, je vais le mettre pour le moment à 1. Mais vous verrez que dans un second temps, je le mettrai à 0, voire je rajouterai une image HDRI pour voir un petit peu comment tout cela se comporte. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter des lights. Donc je vais en rajouter un certain nombre, je pense que je vais en rajouter 2 ou 3 dans un premier temps. Une quatrième qui sera intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais rajouter d'abord une première light de type Aria, que je vais mettre sur le côté. Et ça va être une sorte de backlight qui va nous permettre d'avoir, vous voyez, un éclairage un petit peu en arrière de mon objet. Et celle-ci, j'aimerais bien qu'elle soit de couleur un petit peu chaude, donc je vais aller vers du orange comme ceci, et je vais la mettre par exemple à 500 watts. C'est beaucoup. Je peux changer la taille de ma light avec S. Petit rappel assez basique, mais qui est très important. Pour avoir des ombres plus ou moins brutes, plus ou moins dures, c'est non pas l'intensité de la light qui va jouer, mais la taille de celle-ci. Plus ma source lumineuse est petite, plus mes ombres vont être brutes. Plus ma source lumineuse est grande, plus mes ombres vont être adoucies. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial de connaître quand on fait du lighting, parce que ça va vraiment avoir une incidence sur la manière dont on va lighter nos éléments et sur notre composition globale de l'image également. Donc une fois que j'ai ceci, vous voyez, là on a des ombres assez brutes venant de l'arrière. Je vais dupliquer ma light, je vais faire un Alt-R pour réinitialiser les rotations.
Je vais la décaler par exemple ici. Et cette fois-ci, je vais agrandir ma light comme ça. Alors des fois on fait l'inverse, des fois la backlight est plus ou moins sharp et inversement pour la sorte de key light qu'on va mettre juste ici. Et là je vais jouer sur un contraste de chaud-froid. Donc cette fois-ci je vais mettre une couleur un petit peu plus froide qui ressemble à ceci. Donc voilà ce qu'on a. Pour le moment j'ai deux éclairages et je vais également en mettre une petite devant qui va frapper de face mon objet comme ceci. Celle-ci elle est plus neutre, donc elle va avoir un éclairage blanc. Je vais réduire un petit peu sa taille, réduire son intensité. Je vais la mettre par exemple à 200. C'est peut-être un petit peu trop, je vais même la mettre à 50. On peut l'activer et le désactiver pour voir ce que ça change. Allez, 150 pour déboucher un petit peu toutes les ombres. Et voilà ce que nous avons. Donc là, je vais organiser ma scène de telle manière à rendre le light linking plus facile. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc comment j'organise ma scène? Je vais organiser ma scène avec les collections. Je vais en créer de trois types. Il y en a une que je vais appeler Cyclo. Donc le Cyclo, ça va être mon mesh qui est tout simplement ici. Donc c'est une abréviation de Cyclorama. On a ensuite les meshes. Donc ça va être mes différents meshes, donc mon cube et ma tête de singe. Et je vais créer une troisième collection que je vais appeler Light. Donc dans mon Cyclo, je mets uniquement mon plane. Dans mon mesh, je prends mon cube et ma tête de singe Suzanne. Et dans mes lights, je prends tout ceci. Et je drag and drop. Donc là, c'est très facile. CTRL pour ajouter une section, Shift pour aller d'une section A à une section Z en passant par tous les éléments intermédiaires. Voilà ce que j'ai. Et là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un petit peu plus de main sur ce qui se passe. C'est-à-dire que mon éclairage ici, qui est, j'allais dire rouge, bon, orange, on va peut-être le faire tendre un petit peu plus vers le rouge, voilà, qui est comme ceci, qui est très chaud. J'aimerais bien qu'il impacte uniquement mon cube et ma tête de singe, mais pas mon sol, pas mon Cyclo. Alors ça, comment je fais? C'est un paramétrage qui a été intégré dans Blender 4.0 avec le light linking, comme je disais en début de vidéo, et qui va être défini directement sur la light. Donc la light, c'est mon area. Alors je vais l'appeler back, ce sera plus simple. Celle-ci, je vais l'appeler front. Et l'autre, je vais l'appeler key. Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Dans ma backlight, je vais cliquer dessus, je vais aller dans les Object Properties et ici dans le Shading. Alors honnêtement, moi je ne l'aurais pas forcément mis là, pour moi ça avait plus de place dans les data directement de ma light, mais bon pourquoi pas, faut savoir qu'elle est ici. On a déjà le Light Group, j'avais déjà fait une vidéo dessus, ça c'est plus pour les AOV. Et maintenant on a le Light Linking, et là je peux créer une sorte de nouvelle collection, en fait c'est un ID qui va pouvoir être réutilisé sur les autres lights. Je m'explique. Là je vais cliquer sur New, et je vais l'appeler link asset, voilà, par exemple, pour dire que je veux uniquement un éclairage sur mes éléments de type asset qui sont ni plus ni moins que mes meshes. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je prends ces deux éléments-là et je les drag and drop. Alors très important, chose qui est un petit peu galère et qui n'est pas très intuitif, c'est que quand vous allez sélectionner ici pour sélectionner vos éléments, automatiquement ça va vous enlever la sélection de votre light et du coup vous n'allez pas pouvoir les drag and drop. Donc on est obligé de le faire un petit peu un par un, comme ceci en prenant le cube et Suzanne par exemple. Et là vous voyez qu'automatiquement, qu'est-ce qui vient de se passer? Blender il a compris qu'il va devoir éclairer uniquement mon cube et Suzanne, donc on voit que j'ai bien mon éclairage qui impacte mes deux objets. Si je mets le cube ici, on voit que ça fonctionne, mais pas mon sol. Alors ce qui est intéressant également de connaître, c'est qu'on a cette petite coche ici, qui est en fait le type include ou exclude. Vous voyez qu'au survol, là je suis en include. Si je reclique dessus, je passe à un exclude, donc ça va l'enlever. Vous voyez? Alors également quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif, que je trouve pas ultra intéressant et pratique d'utilisation, c'est que si je décoche tous mes éléments, on pourrait se dire tout est exclude. En fait non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il exclude tout ce que vous avez défini ici et il va include automatiquement tous les éléments qui ne sont pas enregistrés, à savoir ici mon sol. Donc ça c'est pas forcément intuitif, il faut le pratiquer pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et dès que je rajoute un seul élément, donc par exemple Suzanne, automatiquement tous les autres éléments passent en exclude et Suzanne passe en include. Donc il suffit d'avoir un seul élément sélectionné pour que le light linking fonctionne. Si j'enlève tous les éléments, vous voyez, automatiquement il retombe sur la configuration de base. Donc si vous avez bien compris, on peut également, et ça c'est intéressant, c'est pour ça que je vous ai fait organiser ça en collection, prendre tous mes meshes, le mettre ici, et là j'ai ma collection mesh, donc vous voyez à la fois ma tête de singe et mon cube, qui sont en mode include. Je peux le passer en exclude, et du coup,
ce qui n'est pas enregistré va passer automatiquement en include. Mais si je veux spécifier un autre élément, je peux prendre mon plane par exemple, le mettre ici, et là également je peux avoir la main dessus. Donc si je désactive tout, ma light n'aura plus aucune influence sur ma scène. Mais voilà, c'est parce que je lui ai défini que c'était que des exclusions. Donc voilà comment ça fonctionne. On peut inclure et exclure facilement des objets. Donc là, si je mets uniquement mon mesh en include, vous voyez que mon éclairage va avoir une influence sur mes éléments, mais pas sur mon sol. Donc l'éclairage que vous voyez juste ici, c'est tout simplement avec des indirect lighting, avec la GI, des rebonds de lumière qu'il y a sur ma tête de singe et qui viennent être répercutés sur le sol. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Je pourrais faire pareil sur tous les autres lights, c'est-à-dire que ma light du côté qui est bleue, mais dans mon light linking, je pourrais directement hériter de mon link asset que je viens de créer, et automatiquement, vous voyez, j'aurai exactement les mêmes paramétrages, et là, mon sol, une fois de plus, il ne serait pas impacté par mes lights. Donc ça fonctionne plutôt bien. Depuis tout à l'heure, je vous parle uniquement du light linking en termes de propriétés basiques. Donc là, je viens de tout supprimer, donc on est sur les paramétrages par défaut. Mais on a une propriété supplémentaire qui est le shadow linking. Alors le shadow linking, je trouve que le nom n'est pas forcément top. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ça fonctionne exactement de la même manière. Je sélectionne par exemple ma backlight. Je clique sur New. Si je veux créer une nouvelle collection, mais je pourrais réhériter de la même collection, du moins du même paramétrage que j'ai fait dans mon light linking de base, donc je pourrais avoir exactement la même chose. Et là, si par exemple je prends tous mes éléments, donc je vais prendre le plane, je vais prendre le cube, je vais prendre Suzanne, voilà, je prends tous les éléments, comme ça j'ai la main sur l'entièreté des mèches de ma scène. Mais là, je pourrais définir ce qui va projeter ou non de l'ombre en fonction de mon éclairage. Alors on a un équivalent sur les meshes. Si je prends un mesh et que je vais dans le shading, on a possibilité que ce soit dans la visibility, dans le viewport d'eSport. Donc on a un petit peu, on a plein de manières de gérer ça, mais notamment dans la visibility. Là je pourrais couper les shadows et vous voyez, j'aurai plus d'ombre sur mon objet, mais là c'est pas par rapport à un éclairage. Là, ici ce qu'on a comme paramétrage, c'est par rapport à l'objet. Là je dis au Blender, ma tête de singe, quel que soit l'éclairage, tu ne me projettes pas d'ombre. L'avantage qu'on a avec le shadow linking, c'est que je peux faire ça par light et non par objet. Donc, soit je définis les objets qui ne doivent pas projeter d'ombre, soit là je définis sur une light les objets qui, en fonction de cette light, ne vont pas projeter d'ombre. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça rajoute une notion supplémentaire qui est vraiment intéressante. Donc là, si je coupe, hop là, l'ombre sur ma tête de singe, vous voyez que j'ai bien les ombres qui sont projetées par les deux autres éléments. Bon, le cyclone, on ne voit pas forcément, mais le cube, là, vous voyez que ça fonctionne. Mais pas ma tête de singe. Et je pourrais faire ça exactement comme je le veux. Là, imaginons que mon cube passe devant ma tête de singe. Vous voyez, l'ombre que j'ai ici, elle me plaît pas trop. Alors, je vais réduire la taille de ceci pour avoir une ombre beaucoup plus brute. Vous voyez, là, l'ombre qu'il y a là, et imaginons que je ne l'avais pas. Mais je vais aller ici, je vais dans le shadow linking, je vais rajouter tout simplement mon cube. Tac, et je vais dire, ben, mon cube, en fait, c'est de l'exclude. Comme ça, je n'ai plus l'ombre qui est projetée sur ma tête de singe. Donc ça, c'est également très intéressant. Alors pourquoi je vous disais que le shadow linking, c'est pas forcément une appellation que je trouve très intuitive. Au premier abord, visuellement, intuitivement, on se dit, ok, ça coupe les ombres, mais ça fait pas que ça en fait. Ça enlève tout simplement la notion de bloquer des rayons. Alors on pourrait se dire, ben en fait, une ombre, c'est juste bloquer des rayons. Oui, mais il y a quand même une notion qui est très intéressante dans ça, et qui est un petit peu abstraite, donc je vais vous l'illustrer. C'est si je veux faire une sorte de bounce light. Une bounce light, c'est quoi? C'est un éclairage qui va venir amplifier un petit peu la GI, rehausser tout ce qu'il y a sous un objet en rajoutant une light dessous. Alors comment ça fonctionne? Je vais rajouter une light de type area. Je vais faire une rotation de 180 degrés, là pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Imaginons que là, ben, je souhaite éclairer le dessous de mon singe, un petit peu comme ceci là. Vous voyez? En le rehaussant, alors je vais tout simplement couper toutes les lights, vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais bien voilà, avoir un éclairage venant de dessous. Donc je vais le mettre par exemple à 150. Voilà, comme ceci. Un petit peu partout sous ma scène. Là où je vais être embêté, c'est que si je passe sous mon plan, bah, cet éclairage est totalement inexistant. Et c'est là où le shadow linking va être intéressant. Donc je vais mettre ma light ici dans le groupe light, comme ça c'est un petit peu plus propre. Pourquoi il va être intéressant? Mais parce que là je vais pouvoir définir tout simplement le sol, qui est juste ici, qui actuellement coupe mes rayons lumineux, et lui dire, bah, toi en fait, tu me bloques plus mes rayons. Et ça va fonctionner très bien pour faire des lampes qui sont
à l'extérieur d'un mur, donc notamment en architecture, des fois, on n'a pas trop de place, vu le scénario, on peut pas vraiment, vu la constitution, composition de la scène, on peut pas faire ce qu'on veut avec l'éclairage, donc ça va être quand même beaucoup plus intéressant de traiter ça comme ça. Je vais aller pareil dans le shadow linking, je vais faire un new, je vais sélectionner mon plane, donc mon sol. Alors, toujours un petit peu embêtant, on est obligé de garder la sélection active. Je prends mon plane, je fais un drag and drop et je vais le couper juste ici. Et là, vous voyez ce qui se passe directement? Ben, automatiquement, je dis à Blender, ben, mon éclairage, effectivement, il est sous mon objet, mais par contre, je veux que tu passes à travers et que tu éclaires mes éléments. Alors, si je veux aller plus loin, vous voyez dessous, j'ai également un éclairage qui est fait sur le sol qui n'est pas forcément utile. Donc, ce groupe-là, je pourrais l'appeler, je sais pas, Shadow Cut. N'importe comment, on s'en fiche. Et dans le light linking du dessus, je pourrais utiliser exactement le même. Et vous voyez, comme ça, j'aurais plus l'éclairage, que ce soit sur le mesh ou sur les ombres, mais malgré tout, mon éclairage passerait dessous sur les objets. Et si je rajoute tout ça à ma composition, vous voyez que j'ai bien ma bounce light qui vient de dessous. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant et ultra puissant. 2-3 choses qui sont également intéressantes, c'est les raccourcis clavier. Donc là, vous voyez, c'est pas forcément intuitif à chaque fois de garder une sélection, de faire du drag and drop. Ça marche très bien si vous travaillez avec des sélections globales qui sont rapatriées dans des collections. Donc là, je peux prendre mon mesh et le déplacer. Je peux prendre mon cycle et le déplacer. Donc ça, c'est ultra cool. Mais je peux sélectionner plusieurs objets dans la vue 3D, sélectionner en dernier ma light, faire un CTRL L, tout ce qui est raccourci clavier de link entre les objets. Et tout en bas, vous voyez ce qu'on a? On a un link receiver to emitter et un link blocker to emitter. J'y reviendrai juste après. Le receiver, si je mets un include, automatiquement, vous voyez, il va me rajouter dans le include de ma light les éléments que j'ai sélectionnés en amont. Donc le cube et la Suzanne, qui sont cochés. Donc uniquement eux vont être éclairés. En contrepartie, si je fais CTRL L et exclude, il va m'exclure ma sélection. Donc là, uniquement tout ce qui n'a pas été sélectionné va être éclairé. Et ça marche exactement de la même manière avec ce qui est appelé à droite shadow, qui n'est pas très explicite pour moi, et ce qui est appelé ici blocker. Pour moi, le terme blocker est beaucoup plus cohérent et juste, techniquement et physiquement, par rapport à ce qui se passe dans la vue 3D. Là, si je mets un blocker en include, vous voyez que ça va bloquer ces éléments-là, et inversement, si je mets le blocker en exclude, ça va les décocher juste ici. Ok? Donc pour moi, la notion de blocker est quand même plus intuitive. Dernière petite chose, et après je vous laisse. Je vous ai montré depuis le début comment ça fonctionne avec des éclairages de type light. Ça fonctionne également avec des objets sur lesquels vous allez rajouter un shader. Donc ça, c'est quand même très cool. Imaginons que j'ai une sorte de panneau lumineux juste ici. Hop là, qui ressemble à ça. Donc là, j'ai mon panneau lumineux. Tac. Je pourrais avoir une texture qui émet de la lumière. Et si je vais dans mon shader editor, new, alors plutôt que faire un cube comme ça, vu qu'on pourrait presque l'avoir avec un plane, je vais faire avec un cylindre. Vous allez voir, c'est quand même plus explicite peut-être comme exemple. Donc je vais le mettre ici, auto smooth, je fais un nouveau shader. Et là, dans l'émission, qui est juste là, je vais booster son émission, je vais le mettre à 50. Un petit peu abusé. Je vais mettre à 10. Et là, vous vous dites... Ouais, mais là, c'est pas un objet de type light, donc je vais pas avoir la main dessus. Mais en fait, si. Je vais le ranger dans mes lights si j'ai envie. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. Je vais désactiver par exemple les autres lights pour que vous puissiez bien voir comment Blender réagit. Donc là, j'ai bien mon objet qui éclaire tout ça. Et si je vais au même endroit dans mon shading, j'ai bien le light linking. Donc là, je peux rajouter une nouvelle collection. Pareil, je vais mettre mon mesh. Tac. Et vous voyez qu'automatiquement, je vais pouvoir activer ou désactiver. Et ça fonctionne exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc je vais pouvoir l'activer sur mon plane, le désactiver sur mon plane, l'activer sur mon mesh, le désactiver sur mon mesh. Donc tout ceci est vraiment très intuitif et ça fonctionne du coup à la fois avec les objets de type light et avec les shaders de type emissive. Donc du coup, quand vous modélisez, si vous modélisez le shader ici, tout bien évidemment va s'ajuster en temps réel, donc c'est quand même assez cool. Voilà. Donc ça, c'est une petite notion intéressante que je voulais vous présenter avant de finir. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Une nouvelle notion qui est très intéressante, qui rapproche un petit peu plus Blender sur la notion de production ready. Il y a encore quelques lacunes en termes de rendu, mais ça a été une grosse
Et aujourd'hui, heureusement maintenant, on peut le faire. C'est assez intuitif. Pour moi, il y a 2-3 choses qui sont pas forcément bien mis en place, notamment la notion de shadow. Pour moi, c'est plus un bloqueur. C'est ce qu'on a dans le raccourci clavier CTRL-L, mais qui n'est pas répercuté dans l'interface graphique à droite. Donc c'est un peu dommage que les notions soient pas cohérentes sur ça, notamment pour les gens qui débutent. Ça peut prêter à confusion d'avoir la même action avec des noms différents. Mais ça, c'est juste, je pense, une mise à jour qui sera nécessaire. À part ça, la fonctionnalité est vraiment très cool. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous souhaitez. Vous posez des questions tout simplement en direct. J'y réponds, c'est avec plaisir. Je suis souvent en live dessus. On fait de la 3D tous les week-ends. La semaine, c'est un petit peu plus du gaming et tout, mais on parle souvent autour du sujet de la 3D. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, merci à tous.